bonsoir, bienvenue, ravi de vous retrouver sur la première. À la une de l'actualité ce soir, les abribus de Otumauro sont tout neufs, mais déjà, il faudrait les revoir selon certains habitants du quartier de Punaouia. Pas assez d'espace ni de sécurité pour les enfants notamment. C'est le défi à la mode après les fêtes, un mois de janvier sans alcool. Selon une étude française, ça améliore le sommeil, la santé physique et la santé mentale. Pas sûr que le monde de la fête soit ravi. On va en parler avec Stéphane Gay, le président du syndicat des bars et discothèques de Polynésie. On abordera aussi évidemment les questions de sécurité après le drame de Crans-Montana en Suisse. Les compteurs électriques communicants font leur apparition à Tahiti petit à petit. Ces compteurs permettent de relever à distance et en direct la consommation d'électricité d'un abonné. Toutes les explications dans ce journal. Et puis les jeunes à l'honneur lors du prochain FIFO, les moins de 26 ans sont appelés à envoyer des films de moins de 5 minutes pour qu'ils soient diffusés à la fin du festival. De quoi créer des vocations. Percy Nigel, le coordinateur du programme scolaire, nous en dira plus dans quelques instants. Mais d'abord, il y a urgence pour le centre de transfusion sanguine. Le stock de poches de sang a atteint un seuil critique. Un appel aux dons est lancé. Dans les réserves, il y a à peine de quoi tenir une semaine, alors que ces derniers temps, la demande est soutenue, notamment en provenance des îles. Demain, une équipe se rendra à la mairie de Mahina pour assurer une récolte. On peut aussi se rendre au centre de transfusion au CHPF. La déception à Punaouia, de nouveaux abribus étaient attendus depuis des années par les habitants et surtout par les parents d'élèves de Otumauro. Les nouvelles installations ont été inaugurées mi-décembre, mais pour beaucoup, elles ne sont pas adaptées aux besoins des habitants. Tourourou Guérard et Patrick Régis. 70 millions de francs pour offrir un nouveau visage à l'arrêt de bus de Otumauro. Des installations longtemps attendues par les parents d'élèves, mais aujourd'hui, ces aménagements sont loin de faire l'unanimité. C'est dangereux parce que pourquoi c'est dangereux? Parce qu'il y a l'arrêt-bus pour les écoles, pour les écoliers et pour les clients. Alors du coup, comme il n'y a qu'une voie seulement qui passe, s'il y a les bus clients derrière, ça pourrait avoir un accident. C'est adapté pour les enfants, ces abribus? Non, pas du tout. Pourquoi? Justement, il n'y a pas beaucoup d'abris quand il va pleuvoir, tout ça. C'est pas adéquat parce que les enfants s'amusent là, ils jouent sur la route, quoi. Hein. C'est dangereux. Hein. Le président de l'association Paruruia Otumauro dénonce des installations inadaptées à la sécurité des enfants. Chaque matin, dès 4 heures, il veille à l'accompagnement des élèves. Selon lui, près de 450 enfants prennent le bus à cet arrêt. Ce n'est pas en nombre l'abri de bus ici, parce que c'est trop bas. Et les enfants, avec les bus, ils peuvent se percuter à les bus. Alors, quand il pleut, tous les enfants se mouillent et il n'y a pas de chaise. Il n'y a pas. Ces 450 enfants, ils ne rentrent pas en dessous. On a testé, hein. Même pour les passagers. C'est dangereux. Inauguré le 15 décembre dernier, ce projet vise à améliorer les infrastructures publiques de proximité. Pendant les travaux, les enfants étaient installés sur ce parking avec des chaises et des chapiteaux mis à disposition par la mairie. Une organisation que l'association souhaite maintenir à la rentrée scolaire. On a adressé une lettre au ministre de l'équipement, au ministre de l'éducation, pour dire qu'on enlève tous les enfants, on emmène ici. C'est plus sécurisant ici pour nous les enfants le matin, ils sont à l'aise. Ils sont des chaises, ils peuvent s'asseoir, ils peuvent se restaurer, quoi, hein, et jusqu'à l'arrivée de la bus, quoi. L'association demande une rencontre avec le président du pays et le ministère de l'Équipement afin de trouver un accord. Faute de réponse, elle annonce un blocage de la voie publique le 12 février. Après la période festive et son lot de gourmandises et d'abus, place pour certains au Dry January, janvier sans alcool. Un mois sans boire une goutte, c'est le défi. Une expérience qui serait bénéfique aussi bien pour la santé que pour le portefeuille. Chiquita Teiva, Teivaribé. En Polynésie, le Dry January n'a pas encore trouvé ses adeptes. S'abstenir de boire pendant un mois, un défi encore méconnu. Dans ce bar, par exemple, malgré les cocktails sans alcool proposés par l'enseigne, ce sont toujours les bières et spiritueux qui ont la cote. Oui, il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure. Même à 7h du matin ou 8h du matin, toujours de l'alcool. Sur les plateaux sportifs, en revanche, de nombreux adhérents ont déjà remplacé leur verre d'alcool par une séance de sport. Comme Fafi, elle vient de s'inscrire après plusieurs semaines de laisser aller. En effet, la fête, beaucoup. Donc là, il faut, qu'est-ce qui est récupéré, il faut diminuer.
Selon le docteur Bourdoncle, spécialisé dans les addictions, le défi Dry January adopté en France depuis 2020 a fait ses preuves sur le plan sanitaire, mais pas seulement. L'objectif, c'est d'essayer de réduire sa consommation et surtout de se questionner sur sa consommation d'alcool. Après les fêtes, c'est toujours un bon moment pour essayer de se raisonner et c'est un concept, une expérience qui a été plein de fois prouvée avec des très grands bénéfices pour la santé. On améliore notre sommeil, on perd du poids, on réduit notre consommation d'alcool sur le long terme, on va aussi un petit peu soulager notre foie et puis pour le portefeuille aussi, on permet de le remplir un peu plus. Le janvier sec n'est peut-être encore qu'une utopie en Polynésie, mais ça viendra. En attendant, les Polynésiens se sont fixés d'autres objectifs plus clairvoyants. Je bois pas, je fume pas, je suis déjà sportif de haut niveau, donc de ce côté-là c'est fait. Donc c'est plutôt des objectifs, notamment sportifs et professionnels. Pas moins d'alcool parce que j'en bois pas, enfin voilà quoi, mais peut-être à l'école, travailler un peu plus, essayer de plus s'écouter et de moins faire le zouave. Stéphane Guay, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du syndicat des bars et discothèques de Polynésie. Le mois de janvier, est-ce que c'est un mois creux globalement pour votre secteur? Est-ce que ça a un impact, ce mois de janvier sans alcool, ou comme on l'a vu dans le reportage, c'est pas encore tout à fait arrivé dans les mœurs en Polynésie? Il est vrai que le mois de janvier est le mois le plus calme de l'année. Après, cette action est quand même bénéfique. Ça avait commencé déjà un peu l'année dernière. Nous, on a mis pas mal de choses, et tous les collègues ont mis pas mal de choses en place pour les boissons sans alcool, des cocktails et d'autres comme les cafés frappés, c'est à la mode. Donc, il y a plus en plus de choix, question même vin sans alcool ou même des champagnes maintenant sans alcool? Il y a plus de choix, effectivement. Oui. Il y a plus de choix, les fournisseurs ont une gamme qui est plus étendue, donc nous on les met à la carte. C'est pas tout à fait le choix de tout le monde, mais c'est vrai que petit à petit, ça prend un peu. L'incendie d'un bar-discothèque à Crans-Montana en Suisse a fait 40 morts et 116 blessés la semaine dernière. C'est un drame qui relance évidemment le débat sur la sécurité des bars, des discothèques, des restaurants. Qu'en est-il au Fénois? Nous, au sein des boîtes de nuit, il y a des conformités qui sont en place, qui s'appellent les P1, on ne peut pas ouvrir sans le passage de ces gens qui suivent ces règles, ces contrôles. Et puis après, ils repassent 2-3 fois par an. Il est vrai que le monde de la nuit a beaucoup changé depuis le Covid. Il est vrai que les bars font plus le métier de boîte de nuit, donc ça démarre plus tôt. Est-ce qu'eux sont bien en place? Est-ce qu'ils font attention à tout ça? Est-ce que les règles ne sont pas les mêmes entre les bars, les boîtes de nuit? Ce n'est pas les mêmes règles, non. Les nôtres sont beaucoup plus adaptés à recevoir du public festif. Et il est vrai que, pourquoi pas, ça au service de voir, mais il serait peut-être bon et judicieux de l'adapter à tout le monde, en fait, parce que ça peut se mettre en place. Je pense que ça n'a pas de prix. Une vie ou plusieurs vies n'ont pas de prix, donc c'est important d'être vigilant et puis de mettre ces choses-là en place, oui. Est-ce que les contrôles sont réellement effectués en temps et en heure? Parce qu'on a vu en Suisse que ce n'était pas le cas. Alors, ils sont effectués en temps et en heure. Des fois, ça traîne un peu, il faut l'avouer. Mais pour les boîtes de nuit, en tout cas, ils sont effectués. Nous-mêmes, on a des contrôles pour les alarmes. On fait appel à un service technique qui nous contrôle les alarmes 2 fois par an. C'est une obligation. Les extincteurs également, 1 fois par an. Mais, et on fait attention, on connaît les normes et on les suit. Après... Avec des sorties de secours obligatoires aussi, on imagine, évidemment. Sorties de secours obligatoires, sinon vous ne les avez pas à l'ouverture, vous n'avez pas d'autorisation à l'ouverture. Il faut aussi les entretenir, qu'elles soient libres et fonctionnelles. On pense à un bar qui est situé en hauteur, à Papeete. Est-ce que ça rendrait plus difficile l'évacuation en cas de départ d'incendie, par exemple? Ah oui, plus c'est haut, plus c'est compliqué. Il est vrai que les sorties de secours, il y a une cotation qui est aux normes de sécurité. On doit évacuer tant de personnes par rapport au mètre carré que vous accueillez, vos clients. Vous devez évacuer les gens en tant de temps. Donc vous devez avoir X sorties de secours. Là, pour ce bar-là, je ne sais pas, mais à eux de faire attention. En tout cas, la plupart des bars et des boîtes de nuit ici en Polynésie sont situés soit au rez-de-chaussée, soit au premier étage, donc c'est plutôt rassurant pour les clients? Pas toujours, il y en a qui sont quand même dans les étages.
les autres sont au rez-de-chaussée, c'est quand même beaucoup plus simple d'évacuer des gens. Si vous n'avez qu'un niveau ou au rez-de-chaussée, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, si vous avez plusieurs niveaux et que c'est que des escaliers, ça peut être compliqué. Un mouvement de panique, ça peut mettre du désordre et casser des gens, quoi. Et vos équipes sont formées aussi justement au premier secours, mais à la réaction pour éviter des mouvements de panique comme ça? Effectivement, nos employés sur les fonds paritaires sont formés sur les premiers gestes qui sauvent, les incendies, etc. Et c'est remis à tous les 2 ans, il faut le refaire tous les 2 ans. Donc sur les fonds paritaires, on en profite et ils mettent ça en place, ils le font, c'est assez bien fait. Et est-ce que les clients sont venus vous voir depuis le drame en Suisse pour s'inquiéter un peu de ce que vous aviez mis en place dans vos établissements? Pas les clients, non. Quelques collègues de boîtes de nuit, oui, sont un peu inquiets, se sont mis en réflexion, c'est un réflexe normal. Comment ça a pu arriver en Suisse, je ne sais pas. J'ai vu les vidéos comme beaucoup de monde. Il est vrai que là, il y avait beaucoup de lacunes, quoi. Il suffit aux gérants de faire très attention et de suivre les consignes, quoi. Merci beaucoup Stéphane Guay d'être venu sur notre plateau ce soir. Avec plaisir. Des compteurs électriques nouvelle génération à Tahiti, un vaste chantier d'installation a été lancé en 2024. Il va se poursuivre jusqu'en 2030 pour couvrir la zone la plus peuplée de Papara à Papenoo. Ces compteurs intelligents ont fait débat dans l'Hexagone, accusés par certains de produire des ondes nocives ou de collecter des données personnelles. On va comprendre comment ils fonctionnent avec Ismaël Tariata et Mirko Vanfo. Ce coup de tournevis met fin à une très grosse journée de chantier, avec plus de 8 électriciens confirmés aux commandes, 130 compteurs nouvelle génération au total installés dans une résidence de Papeete, des compteurs neufs et surtout opérationnels. Ce compteur nouvelle génération, en fait, il sert tout simplement à mesurer la consommation d'énergie, comme tous les autres compteurs que l'on a aujourd'hui sur le réseau. Le plus, c'est qu'en fait, il est capable d'échanger, de communiquer, on va dire, ces index T relevés, un système informatique centralisé. Mais pour que cela soit possible, le compteur nouvelle génération à lui seul ne suffit pas. Il faut un appareil en plus, le concentrateur. Donc, du coup, on pourra récupérer les données de tous les régionaux de la station. Oui, on pourra récupérer. Okay. C'est un équipement en fait, qui permet de concentrer les données relevées par les compteurs et communique avec un système d'information qu'on a au bureau. Donc, cet outil nous permet de récupérer les index mensuellement de tous nos abonnés. Ça veut donc dire que d'une part, le client n'a pas forcément la nécessité de faire donc, son autorelève, comme aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est qu'il est capable d'avoir une facture cette fois-ci au réel et non plus surestimée. Seul problème, l'installation d'un concentrateur nécessite la connexion de plusieurs compteurs à celui-ci. Sans concentrateur, les abonnés devront faire eux-mêmes l'autorelève. Le 23e FIFO se tiendra du 6 au 15 février prochain à la Maison de la Culture. 10 films sont en compétition. Il y a aussi plein d'ateliers, des soirées spéciales et un mini-festival pour les jeunes. Les moins de 26 ans peuvent envoyer leurs films de 5 minutes maximum. Les réalisations sélectionnées seront diffusées le dernier dimanche du festival. On en parle avec vous, Percy Nigol. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le coordinateur du programme scolaire. Alors c'est la 2e édition de ce mini-festival. Vous voulez vraiment mettre l'accent dessus puisque le FIFO va s'ouvrir avec la projection des films primés l'année dernière. Alors oui, c'est la 2e édition. L'année dernière, nous avions eu la première édition qui, pour un début, était un très bon début. Et vraiment, au FIFO, l'une des missions les plus importantes, c'est la valorisation de la jeunesse. Et c'est pour cela en fait que le Mini-Film Festival a été créé, car c'est une catégorie spéciale pour les amateurs et les jeunes de moins de 26 ans. Et nous voulons encourager les jeunes à aller vers les métiers de l'audiovisuel, à s'intéresser à la filière audiovisuelle. Et donc l'an dernier, il y avait 15 films sélectionnés. Est-ce qu'il y avait eu des thèmes de prédilection qui revenaient ? Alors oui, l'année dernière, il y a eu 15 films sélectionnés. Déjà, j'aimerais juste dire qu'il n'y a pas de thème obligatoire, de thème imposé.
Le thème est libre. Il faut juste que ça fasse moins de 5 minutes, en format paysage. En format paysage et que la personne qui le réalise ait moins de 26 ans. Et l'année dernière, nous avions reçu plusieurs films sur plusieurs thématiques. On peut parler de la protection de l'environnement. Il y avait aussi eu des films fictifs, notamment un sur le rêve, un autre où c'était plutôt une histoire qui commence de façon horrifique et qui se termine de façon très drôle. Mais vraiment... Donc libre à la créativité des jeunes de s'exprimer. Oui, voilà. Nous acceptons les films d'expérimentation, les films documentaires, les portraits, les films fictifs. Donc là, il y aura ensuite une projection dans le Petit Théâtre de la Maison de la Culture. Ce sera le dernier dimanche. Pour donc, tous les films sélectionnés, il y en a combien? Il y a un chiffre arrêté? Alors, pour l'instant, nous n'avons pas encore de chiffres car les inscriptions ne sont pas terminées. Donc, les jeunes, vous pouvez encore vous inscrire ou sinon les écoles, les établissements scolaires, vous pouvez aider vos élèves à vous inscrire. C'est jusqu'au 16 janvier. Et justement, l'année dernière, est-ce que c'était plutôt des projets portés dans les lycées, dans les écoles, ou c'était des jeunes qui se lançaient eux-mêmes et qui proposaient eux-mêmes leurs films? Il y a eu des films qui étaient portés par des projets pédagogiques et d'autres où c'était plutôt des projets individuels. Voilà. Et donc l'idée, c'est vraiment après qu'ils se lancent dans le secteur de l'audiovisuel, en tout cas que ça leur donne cette envie-là. Parce que dans le jury, il y a des jeunes qui ont commencé un petit peu au FIFO, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Le Minifilm Festival, c'est comme un tremplin. Et on peut parler des jurys du Minifilm Festival, qui étaient donc d'anciens participants à d'anciens festivals qui sont un peu comme le Minifilm Festival. Je peux parler notamment du Vinifilm Festival. Et dans le jury, il y avait des réalisateurs comme Toari Pawira, Nico Pécassez. Qui ont fait du chemin depuis. Vous en parliez un petit peu tout à l'heure, c'est vraiment aussi ce mini-festival plus largement à l'image de ce que devient du virage pris ces dernières années par le FIFO, qui se tourne vraiment vers la jeunesse aujourd'hui. Oui, c'est ça. Le Minifilm Festival est l'une des actions qui montre l'importance que nous donnons à la jeunesse. Il y a d'autres actions également. Je peux parler des FIFO hors les murs, où en fait là le FIFO va dans les îles, va à l'extérieur de Tahiti, va au dehors des murs pour rendre le FIFO accessible aux jeunes des îles. Mais il y a également les ateliers d'initiation à l'audiovisuel, où là on apprend aux jeunes et aux personnes amatrices comment utiliser une caméra, de se mettre dans la peau d'un réalisateur de film, d'un journaliste. Ou bien sinon, je peux aussi parler de la programmation scolaire. Avec une journée spéciale? Oui, avec une journée spéciale le lundi et dédiée aux scolaires et aux associations. C'est une programmation qui est justement préparée pour convenir aux scolaires. Merci beaucoup, Père Sinigel. Le FIFO se tiendra donc du 6 au 15 février prochain à la Maison de la Culture. Merci beaucoup. Un mot de football maintenant avec une toute nouvelle équipe professionnelle qui se prépare pour son premier match de la Ligue de l'OFC en Nouvelle-Zélande. Son nom, Tahiti United. Elle affrontera le FC Melbourne en Australie dans quelques jours. La sélection tahitienne aura 3 matchs à disputer sur place. L'information principale de ce journal, c'est cet appel du centre de transfusion sanguine. Il faut se mobiliser et donner son sang. Après 2 longs week-ends, la situation est délicate. Le stock de poches de sang atteint un seuil critique. Plus d'infos sur notre site internet avec cet article sur des jeunes à 2 roues filmés hier en train de faire du wheeling sur la RDO dans le sens Punaouia-Papeete. Ce soir, sur la première, le documentaire Les chemins de la maternité en Guyane, suivi du magazine Quelle époque, présenté par Léa Salamé. L'information revient dès 6h demain matin en radio avec Heyari Tahiyata et Tawarili. On se quitte sur des images des Oli Tahiti Nui compétition. Des extraits sont diffusés tous les soirs à 18h et l'intégrale, ce sera ce samedi à 19h30. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À demain.
Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.